Vous écoutez Maison radieuse premières années, une enquête sur la piste de photographies oubliées puis redécouvertes qui nous parlent et nous font parler d'archives, d'enfance et d'une œuvre de l'architecte Le Corbusier. Un podcast de l'ECPAD, pensé et réalisé par Margot Blondel. Épisode 5, Retomber en enfance. Dans l'épisode précédent, nous avons passé un moment suspendu avec la voix et la plume du photographe Jean Suquet. Nous sommes allés découvrir la Fondation Le Corbusier, puis nous avons pris le train pour Rezé, où Claire Guillu nous a reçus avec enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite salle de la mairie de Rezé, avec Martine, qui a réussi à convaincre 12 anciens voisins et voisines. Ces 13 témoins, entre nous les appelons les enfants de la Maison radieuse. Tous vivaient à la Maison radieuse en 1961, lorsque Pierre Allard et Jean Suquet sont venus photographier leur vie quotidienne. Ensemble, nous commençons le visionnage des images et, pour l'occasion, Daniel et moi vous les décrivons. On commence par une photographie d'un emménagement. Le photographe est au pied de la Maison radieuse. Sous les pilotis, on peut voir un camion grand ouvert. Un homme dedans, un autre à terre. Il décharge des caisses. Il y a de la paille et des couvertures pour protéger les meubles. Au premier plan, à droite, un buffet des années 50 repose en biais contre le béton. Derrière, une tête d'enfant dépasse, observant le remue-ménage. On est arrivé en 58 par surprise, enfin surtout ma mère. Mon père avait organisé, sans lui en parler, notre transfert. On habitait au Batignolles, la cité des Batignolles. Là, il y avait 3 cités. Il y avait l'usine des Batignolles et puis les baraquements. Ça ressemble un peu au Coron, un peu. C'est des baraquements en bois. Il y a 3 cités, cité Alvec, cité Barat. Et donc, nous, on habitait dans ces cités-là depuis ma naissance, avant la guerre, avant la guerre de 39-45. Donc, pareil, au départ, il n'y avait pas l'eau dans les maisons, les WC étaient au fond du jardin, et tout, donc voilà. Donc, on avait l'eau courante quand même quand on a quitté les Batignolles, mais on n'avait pas de salle d'eau, il n'y avait rien du tout. Et on dormait déjà on était 4 à ce moment-là, on dormait à 4 dans une chambre. Voilà, et donc on est arrivé au Corbusier en revenant de vacances, on était en vacances dans le Morbihan, et donc mon père, prétextant venir chercher les clés de notre maison des Batignolles, on est arrivé au Corbusier, et arrivé au Corbusier au 642, ma mère voit son frigo, voit son buffet et tout, et mon père lui dit, maintenant, voilà, on est là. Le fait d'arriver dans un grand hall, comme ça, avec 3 ascenseurs, et puis qui vous mène à ce qu'on appelle des rues. Mais bon, quand on vous dit que c'est des rues, quand vous êtes enfant, vous dites, mais non, c'est pas une rue, ça, c'est un couloir. Mais non, ici, ça s'appelle des rues. Vous avez toutes ces portes colorées qui vous sautent aux yeux, vous trouvez ça très beau. Parce que, en plus, dans les années 50, c'était l'immédiat après-guerre, c'était un peu gris partout. La ville était bombardée. Les maisons, on n'avait pas le confort dans les appartements qu'on avait en ville. Donc pour nous, c'est un lieu magique. À mesure que les photos défilent, les souvenirs remontent et les langues se délient. Grâce aux images, nous entrons dans l'unité d'habitation et plus précisément dans l'appartement de la famille Louette. La photographie que l'on projette met à l'honneur le tableau noir, ce grand panneau coulissant servant de cloison entre 2 chambres d'enfants. 2 petites filles d'environ 7 ans, cheveux courts et charentaises aux pieds, dessinent à la craie. Leur petite sœur les observe contre son lit, sur lequel sont rigoureusement alignés une bonne dizaine de poupons. Un tricycle est au premier plan et, si l'on regarde attentivement l'arrière-plan, on peut voir que le second photographe est sur la loggia et capture le paysage. Dans la salle, c'est l'ébullition, car 2 des petites filles en question sont parmi nous. Chacun raconte. Le tableau noir, moi je dis que c'est vraiment
une idée super, quoi, extraordinaire. On a dessiné des fresques là-dessus, on a développé, je crois, un côté artistique en nous sans limite, quoi, sans limite. Il suffisait d'avoir des craies de couleur et puis donc les devoirs, bien sûr, hein, les tables de multiplication et tout comme ça. Mais après, ça servait aussi à ça, pour les devoirs. Hein. Mais le dessin, développer ce côté imaginaire, enfin voilà. Oui. Moi, ça me revient maintenant. Ça me revient là, quand tu parles du travail d'école. C'est vrai qu'on pense toujours au dessin. On a vu des photos avec des enfants qui dessinaient là. Et mon papa, moi, était professeur de français et français, histoire, géo. Et je me souviens maintenant qu'effectivement, par exemple, il me faisait faire des conjugaisons sur le tableau noir. Il me disait, tu vas conjuguer le verbe chanter à l'imparfait. Alors je chantais, tu chantais, et là, il fallait pas que je me rate. Hein. Ouais. Bon, les 2 chambres d'enfants, c'est celles que j'ai eues dans mon enfance. Hein. Donc, moi, je me souviens surtout de la période où les 2 filles étaient dans une chambre et le garçon dans l'autre. Non pas avec des lits superposés, mais des lits bout à bout. Et puis, surtout, le fameux tableau coulissant. Et c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. On voit les fillouettes là en train de dessiner. Oui. Donc cette chambre, elle est au modulor, c'est-à-dire qu'elle fait 1,83 m de large. Ouais. Est-ce que ça vous semblait étroit ? Ça nous semblait étrange, plutôt qu'étroit. Et en fait, je pense qu'au début, ça ne nous a pas paru étrange, parce qu'au début, on avait enfin une chambre, avec les parents à un bout de l'appartement, les enfants à l'autre bout, donc une intimité des uns et des autres. Et que c'est dans le regard des gens qui venaient visiter notre appartement qu'on a pris conscience que c'était étrange. Les copines de classe qui venaient du petit pavillonnaire roséen. Et bon, c'est bizarre cette histoire-là. Hein. Mais nous, je ne pense pas que ça nous ait paru étroit ou étrange. Parce qu'avant, on n'avait pas de chambre. Et puis on n'avait pas vraiment de référence non plus. Nous passons à la cuisine, où Madame Louette, t-shirt blanc et tablier, prépare une tarte aux pommes. Le comptoir du meuble passe-plat est bien rempli. Au premier plan, une petite tête la regarde. Sur les photographies, les femmes font rarement autre chose que s'occuper du travail domestique. Alors, on demande à qui s'en souvient ce que pensait leur mère de cette maison radieuse. Elle a vu le confort c'était formidable. Hein. Le confort, le contact. Parce que maman a toujours aimé le contact avec les voisins. Donc là, c'était l'idéal. Et puis, tout le monde était à peu près du même âge quand même. Enfin, je me souviens, toutes les femmes qu'elle côtoyait, c'était vraiment des femmes avec des enfants, comme nous, les mêmes âges. Donc c'était vraiment c'était formidable. Je pense pas. Non. Elle avait enfin un intérieur, un bel intérieur, qu'elle entretenait un peu trop. Alors, je pense d'abord que pour ma mère, c'était un peu difficile au début, c'est de gérer quand il y avait des invités. Parce que du coup, il fallait quand même très bien s'organiser, pour que ce ne soit pas de bazar. Et puis, vous ne pouviez pas mitonner votre repas dans le secret de votre cuisine pour ensuite l'apporter aux invités. C'est tout en direct. Et même chez moi, à l'heure actuelle, où j'ai plus le passe-plat, mais un comptoir, mais moi, comme j'habite là depuis le début, je sais faire. Donc, effectivement, quand mes invités arrivent, il n'y a plus rien qui traîne, hein, et j'arrive à gérer. Donc, je pense que ça a été la partie la plus difficile à gérer. Autrement, le fait... dans la vie quotidienne, hein, d'être en même temps que les enfants et tout. Je pense qu'en ce qui concerne ma mère, ça n'a pas été un problème. Nous sortons de l'appartement pour nous rendre au sommet de la maison radieuse, où se trouve l'école maternelle. Perchée sur le toit-terrasse, l'école accueille au cœur du baby-boom jusqu'à 150 élèves. Sur l'image, qui suscite de nombreuses réactions attendries dans la salle, une institutrice fait la ronde avec 13 petits en blouse.
La présence des photographes ne les laisse pas indifférents et, malgré la ronde en cours, ils se contorsionnent pour offrir leur visage à la caméra. On pouvait aller à l'école sans prendre de manteau quasiment, quoi. Parce qu'on était tout le temps, les jours de pluie, on était mis dans l'ascenseur en pull, on n'avait pas besoin de manteau en fait, puisqu'on ne sortait pas sur la cour. Donc ça, c'est marquant, ça marque un enfant de 5 ans, ça. Oui, 4-5 ans, on s'en souvient bien. C'est différent, mais je vois les structures qu'il y avait là-haut à l'école, elles sont rondes, elles sont lisses, elles sont douces. Alors quand il y avait du soleil dessus, ça chauffait et on pouvait se lever un peu dans les creux du béton. On pouvait se lever dans les creux. Et c'était très chaud et puis on aimait bien le contact du chaud dessus. Enfin, se coller dessus, c'était bien. C'était agréable, quoi, ma foi, malgré que ça soit du béton. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Madame Vitu tout à l'heure si on avait moyen de revisiter l'école un jour, parce que je voudrais me relever me relever dessus un jour de soleil. Non, je me leverai quand même pour retrouver la sensation. Mais on était heureux dans cette cour-là, dans cette école-là. On était heureux comme tout. Oui, c'est vrai quand même que ça donnait l'occasion de jeux, de cavalcades, à n'en plus finir, hein, c'est sûr. Comme dans n'importe quel cours de récré. Hein. Et j'ai pas souvenir que les enseignants qui nous surveillaient stressaient particulièrement par le vide. Parce que on grimpe. D'abord, c'était très haut, hein, et c'était bien calculé pour que les enfants n'aient pas le goût ou l'idée de s'accrocher pour grimper. C'était suffisamment haut pour. Et c'est curieux, quand on voit ça, on pourrait se dire c'est insupportable, quoi. C'est comme une prison en fait, quelque part, le mur. Mais non, c'est parce que c'était tellement bien aménagé, conçu pour les enfants, que l'espace était tellement bien aménagé qu'on était heureux. C'était pas plat aussi, t'avais une espèce de chemin là tout autour. Et donc le fait qu'il y ait du relief, en fait moi je pense que les reliefs étaient importants aussi au niveau architectural. Une des institutrices de l'école maternelle était mariée au médecin de la maison radieuse. C'est là que nous nous trouvons désormais, dans le cabinet du docteur Seidner, où Pierre Allard et Jean Suquet n'ont pris qu'une seule photo. Sur cette photo, une imposante bibliothèque garnie de nombreux livres type encyclopédie plante le décor sur toute la largeur de l'image. Au premier plan, de profil, sur la droite, un homme aux cheveux grisonnants, portant des lunettes, pose ses mains croisées sur un grand bureau en bois. Il écoute un père et son enfant assis de l'autre côté du bureau. Sur ce bureau, beaucoup d'objets. Des sacoches en cuir, un tensiomètre, une bannette en métal, des coupelles, un téléphone, un livre ouvert dévoilant le schéma d'un corps humain. Aujourd'hui, parmi les 13 enfants de la maison radieuse réunis avec nous, se trouve Michel Seidner, dont le statut intimide l'assistance. C'est le fils de l'institutrice et du docteur tout de même. Deux personnages essentiels, ancrés dans la mémoire de tous les enfants de la maison radieuse. Bon, mon père, comme je vous l'ai dit, il est né dans une ville qui a changé 4 fois de nom depuis. Il est né dans une ville qui s'appelait Tchernowitz, qui était en Autriche-Hongrie, avant la guerre de 14, puisqu'il est né en 1905. À la sortie de la guerre de 14-18, c'est devenu la Roumanie. Ensuite, après la guerre de 39-45, c'est devenu la Russie. La Hongrie, non? Pas la Hongrie? Oui. Alors ça s'appelait donc Tchernowitz, Cernoti, je ne sais plus comment les Russes. Et en fait, aujourd'hui, c'est Tchernivitz, et c'est en Ukraine. Il a passé son bac chez les Roumains à Bucarest. Il a foutu le camp de Bucarest pour aller à Vienne, commencer ses études au début des années 30. Il s'appelle Seidner, il est juif. Pas bon. Pas bon du tout. Pas bon. Là, il a la chance qu'à cette époque-là, il a fait 2 ans d'études à Vienne. Et ensuite, il est parti en France parce qu'à l'époque, il avait quand même eu son bac en Roumanie et il y avait eu des accords de signer entre les Roumains et les Français, je ne sais pas pourquoi. On reconnaissait les études qu'il avait faites en France. Il a pu continuer ses études de médecine à Clermont-Ferrand d'abord. Et ensuite à Paris. Mais il parlait donc déjà français à l'époque, mais bon, avec peut-être un petit accent allemand. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que toutes les semaines,
le marchand de journaux d'en bas, il avait une commande un peu particulière de mon père, il achetait Der Spiegel, l'Express de l'époque en allemand, et il ramenait à la maison. Donc, alors des fois on ne l'avait pas parce qu'il n'avait pas été livré ou je sais pas quoi, alors il n'était pas content. Et moi j'ai à l'époque appris l'allemand, que j'ai complètement oublié depuis, en lisant avec mon père le Spiegel. Bon, mon père, comme je vous l'ai dit, était le seul à avoir son cabinet de consultation sur place. Ça avait été mis d'accord avec la maison radieuse. La contrepartie, c'est que c'était le poste de secours. Tous les petits accidents dans l'immeuble, etc., ça débarquait chez mon père. Les points, les sutures et tout, il en a fait, je sais pas. Est-ce qu'il a accouché des femmes encore? Non. Il a failli. Les points de suture, mon doigt s'en souvient, c'était des agrafes à l'époque. Oui. Clairement. Il y avait un monsieur, on l'appelait le marquis. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Qui, avec des béquilles. Voilà, et puis qui Le marquis de Ruidas. Le copain à Marie-Jo. Il avait un petit problème il buvait facilement. Un gros problème. Et un jour, il est tombé dans les WC. Et il s'est coincé la tête entre la céramique du WC et la cloison. Donc on appelle mon père, il se pointe, etc. Comment on va le sortir Surtout que c'était carrément comme ça. C'était froid. Et donc là, c'est très difficile. Mon père a demandé à quelqu'un d'aller chercher une bouteille d'huile. Et puis déjà là, largement arrosé la tête du pet de l'huile de cuisine. Moi, j'ai le souvenir quand mon père on était en train de manger à l'appartement, et puis mon père, avec un abricot, s'étouffe. Oui. Il court sur le balcon, il ne pouvait plus respirer. Ma mère me dit, je sais pas, je devais avoir à peine 10 ans, va vite chercher le docteur Selmer. Alors je m'en vais, je cours à l'ascenseur. Alors, on était loin, 640. Oui, bah oui. Je cours, j'appuie sur l'ascenseur qui venait pas, puis tout à coup j'entends, c'est bon Marie-André, tu peux revenir. Il a craché son noyau. C'était un réflexe, hein. On avait un bobo, c'est le docteur Selner. Sur place, c'est pour ça. Il était là, tout le temps présent, incroyable, c'est un souvenir que j'ai. Maintenant, on quitte la vie d'intérieur, la vie scolaire et familiale pour s'intéresser au cœur du reportage, la vie des enfants entre eux. On commence par une image des escaliers, un peu décadrés, béton brut, grillage métallique. Au premier plan, un enfant avec un gros pansement sur le front, la mine réjouie et les bras fous et flous. Il dévale les hautes marches. Il est suivi par 2 enfants tout aussi pressés, mais prudents, qui se raccrochent comme ils peuvent à la rampe d'escalier. 2 autres, à droite, sont dans l'ombre du palier supérieur. On ne voit que leurs jambes bien levées, appliquées dans la descente. Les récits des uns et des autres évoquent cette grande liberté, insouciante et joyeuse que l'on devine sur les images. Il y a aussi un personnage récurrent, Rémi Crétin, gardien en chef de la maison radieuse. Il est l'adulte qui veille au grain et dont chacun se souvient. Alors, on n'avait pas le droit de courir dans les couloirs, dans les rues, mais les escaliers, alors les escaliers, c'était un lieu de jeu. Donc, pouvoir dévaler tous les étages à toute vitesse et remonter tous les étages le plus vite possible. Donc, on en avait plein les cuisses, bien sûr. Et puis, j'étais avec une copine avec qui on se racontait beaucoup d'histoires imaginaires et tout. Donc, le Corbus, c'était le château fort, c'était la forteresse, c'était tout ce qu'on voulait. Par rapport au gardiennage, le problème, c'est que Rémi, à la porte de... Son prénom, c'est Rémi. À la porte de son appartement, il avait un panneau et il marquait toujours où il était. Donc, nous, on savait très bien où il se trouvait, donc on pouvait très bien éviter cet endroit et aller faire les conneries ailleurs, quoi. Donc, classique, sonnette, dentifrice, enfin la petite délinquance, quoi. Classique. Une grosse bêtise. Quand on était gosse, qu'on avait des mobylettes, je l'avoue, je me confie, on montait les mobylettes sur les niveaux où il y avait anciennement les vides d'ordures, c'est-à-dire aux extrémités. On réparait les mobylettes et on essayait les mobylettes dans la rue. Ce qui est invraisemblable. Et c'est là où je me dis la tolérance des gens et puis surtout la sonorisation, parce que jamais on est venu
nous dire d'arrêter. Alors, on ne pensait pas de diplôme, hein, mais on essayait les mobilettes. Vous voulez une dernière de bêtises? Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais ce qu'on appelait le Sud, ça se fait la rue se termine en T. Et au bout, eh bien, c'était là où tout le monde rangeait les landaux et les poussettes. Du coup, on avait toujours l'idée de « c'est moi qui m'y mets, non, c'est toi ». Et puis, c'était la course dans la rue. Voilà les bêtises qu'on pouvait faire. Il y en a plein. J'en passe. Alors, je sais qu'un jour, j'ai dû faire une bêtise dans les escaliers. Et Crétin nous avait surpris, ou je sais pas quoi. En tout cas, comme tous les gamins, dans ces cas-là, à voler de moineau, on part en courant dans l'autre direction. Et puis, 2 étages plus haut, mais ça communique bien hein, au niveau son, mais suffisamment loin de lui pour qu'il puisse pas vous attraper tout de suite. Je l'ai, paraît-il, je n'ai pas vraiment le souvenir direct, je l'ai traité de con. Je devais avoir 9 ou 10 ans et encore. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Hein. J'avais entendu des adultes. Je savais bien que c'était pas correct et que c'était une injure. Mais bon, pas plus, quoi. Ouh. Là, il est allé voir mon père. Et puis après, il y a eu l'explication de texte. Après les escaliers, nous nous rendons, avec cette photographie, dans un autre lieu très peu fréquenté par les adultes, le club des jeunes. Ici, le photographe debout prend en plongée 4 adolescents qui s'adonnent à une partie de baby-foot. Le score est serré, 5-5, et plusieurs filles ou garçons du même âge entourent la partie sans être trop attentifs. Seul un enfant, bien plus jeune, certainement un petit frère, arrive à se glisser parmi les grands pour ne rien perdre de la confrontation. Au second plan, on aperçoit un mur et son béton brut, ainsi que la lumière d'une fenêtre irradiant 2 adolescents qui jouent au tennis de table. Alors le club des jeunes, c'est quelque chose qui s'est mis en place au départ. Donc c'est l'association qui était gérée par les parents, qui avait qui nous avait laissé le local de l'ancien club de télévision. Et donc ce club était réservé, je crois, à partir de 14 ans, mais c'était simplement pour les garçons. Les filles, à l'époque, on était très à cheval sur la morale, on ne mélangeait pas les filles et les garçons. Donc nous, en tant que garçons, on se sentait un petit peu frustrés, parce qu'on avait 14-15 ans, et puis on avait des copines à l'extérieur, et elles n'avaient pas le droit de venir avec nous dans ce club, donc on ne trouvait pas ça très juste. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, les adultes, ils sont bien gentils, mais nous, on veut avoir les filles avec nous. Donc, on a manifesté. On a fait des manifestations dans le hall. Quand les parents rentraient le soir et tout ça, on occupait le hall, et puis on disait, on veut la mixité, etc., dans le club. Et les filles avec nous, enfin bref, on a fait une manifestation. Et au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais on a réussi à avoir gain de cause. Donc les filles sont venues, et puis on a aussi admis que des plus jeunes aussi pouvaient éventuellement venir, parce que les petits frères, ils étaient là à la porte, ils disaient nous on peut pas. Alors c'est vrai que il y avait un âge limite si vous voulez, mais on n'était pas trop regardants nous sur l'âge, du moment qui nous ennuyait pas, donc ça allait. Et donc je dis toujours qu'on était un petit peu les précurseurs de mai 68, parce qu'il faut se rappeler que mai 68 a démarré. Donc ça se passait dans les années 63 plutôt. Donc mai 68 a démarré sur un problème de mixité, c'est-à-dire qu'à l'université de Nanterre, les cités universitaires étaient interdites aux filles, et donc les étudiants avaient les mêmes revendications que nous, à savoir la mixité. Donc c'était le départ de mai 68, et ensuite ça s'est développé à des revendications beaucoup plus politisées que, bien sûr, nous ne sommes pas allés jusqu'à la politique, nous sommes restés à la mixité. Les seuls espaces intérieurs, même parfaitement aménagés, ne suffiraient pas à canaliser toute l'énergie de ces nombreux enfants. Alors, au pied du bâtiment, se trouve le parc. Sur cette photo, on devine à peine la présence de la maison radieuse qui est cachée derrière des branchages.
Nous sommes au niveau de 3 enfants perchés sur le même arbre, en chaussures ou pieds nus sur le sommet du tronc qui leur sert d'étroite base. Leurs bras sont accrochés aux branches et leur corps se balance. Au premier plan, une fille d'environ 8 ans se penche en souriant, son bras libre gracieusement dirigé vers le sol. Suspendue à plus de 2 mètres de haut, c'est l'insouciance et le jeu qui prédominent. Alors le grand champ, c'était merveilleux pour aller explorer, courir, etc. Les petits prés, c'était bien pour aller retrouver les mamans et les autres, quoi. Enfin, il y avait aussi le petit bois là devant, avec la plaque là. La plaque en béton. Oui, voilà. Je sais pas. Enfin, maintenant je le vois pas du tout de la même façon, mais à l'époque c'était un terrain de cache-cache, de tas de choses, de rencontres et tout. Super. Le mur, tout bêtement, le grand mur là qui est devant le bac à sable. Qu'est-ce que j'ai pu l'arpenter dessus, là, etc. Monter sur le mur, déjà, est assez grand pour monter sur le mur, parce que... etc., quoi. Enfin, c'était... Vous rencontriez quelqu'un, vous deveniez tout de suite copain ou pas avec, et tout de suite on s'organisait pour faire des jeux à cache-cache, aux Indiens, aux cow-boys aux Indiens, enfin des choses comme ça, vous voyez. Tout de suite, ça se mettait en place, et puis c'est là que les affinités se font entre copains. Il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime moins bien. On voulait tous être le chef. Quand on jouait aux cow-boys aux Indiens, on voulait jamais être l'Indien parce que c'est celui qui perdait. On voulait être le chef, on voulait être John Wayne, bref. Et puis plus tard, c'était d'autres préoccupations. C'était de plaire aux filles, alors donc c'était des combats de coq un petit peu. On allait faire toutes les bêtises possibles et imaginables qu'on fait à cet âge-là. Manger les prunes vertes sur les arbres qui étaient près du grand champ. Pas attendre qu'elles soient mûres, alors évidemment derrière il y avait des conséquences. Les premières clopes fumées derrière les buissons qui nous séparaient des autres endroits. Là on se débrouillait pour être... On vous a dit ce matin, alors, les parents pouvaient nous voir depuis les loggias et les mères surveillaient pas mal les enfants en réalité dans le parc. Mais il y a des endroits où on peut être bien planqué. Il y a des haies, il y a des trucs comme ça. Donc, on voit de la fumée qui s'échappe, mais bon, on ne sait pas qui c'est qui est derrière. Donc voilà, on a eu beaucoup d'activités l'été. On partait pas forcément en vacances à cette époque-là autant qu'aujourd'hui. Surtout avec les catégories sociales qu'on avait dans l'immeuble. Donc l'été, il se passait beaucoup de choses. Les gosses jouaient dehors énormément ensemble. Vous avez vu la population d'enfants qu'il y avait, c'était énorme, la proportion. Je pense qu'il y avait... Ils ont dit combien? Il y avait plus de 30% de la population en dessous de 15 ans, quelque chose comme ça, je crois, dans les statistiques qu'ils ont données tout à l'heure. C'est quand même important. Et là, il y avait quand même effectivement un esprit de... On appartenait à quelque chose. Pour habiter là, pour aimer, il fallait aimer aussi une certaine façon de vivre, associative et tout ça. Et ces gens-là, en général, ils étaient riches. Pas forcément riches en fric, ça, parce que moi j'étais pas riche en fric, ça, quand mes parents sont séparés, mais on était riches en action, en activité, en tout ça. Et ça, c'est le plus important. Le reste, quand on est riche, c'est pour ça que moi je me dis, il ne faut pas s'emmerder avec ça, il faut plutôt vivre et chercher à vivre bien et puis essayer de s'occuper des autres aussi, parce que c'est important. Et là, c'est là ce qui était intéressant au Corbusier, c'est que ma maman a été en difficulté à une période et il y avait plein de gens qui l'aidaient. On ne le savait pas, nous on était gamins, on ne le savait pas. Enfin, elle a rendu après, mais ça se faisait. Mais ça se fait pas aujourd'hui, ça se faisait pas au Château de Rosé. Mais parce que il y a aussi, ça serait peut-être fait si l'habitat avait été différent. Parce que le problème de l'habitat est vachement important dans la façon dont les gens peuvent vivre. Parce qu'ici, on était tous ensemble. Ici, c'est très populaire, c'est très vivant, avec des gens qui sont très, très différents. Et c'est un bon mélange. Et c'est un bon mélange, ça donne... Enfin, moi, ça me plaît, quoi. Je suis quelqu'un du peuple. Je me revendique comme tel. Et je pense que ici, il y a tout. Il y a des gens qui ont fait quand même des études sup. Il y a des manœuvres, il y a des chômeurs, il y a des...
il y a tout, quoi. C'est une vie. Je pense que cet immeuble, que cette maison-là ressemble bien à la vie. Elle est vraiment vivante, quoi. Quand la journée touche à sa fin, certains étalent sur la table des photos de classe et de carnaval, sur lesquelles d'autres se reconnaissent. On demande des nouvelles des uns et des autres, les carnets d'adresses sont sortis. Quant à Daniel et moi, nous sommes un peu sonnés par le tumulte de souvenirs et la générosité des échanges. Travailler dans les archives, c'est souvent travailler avec des points d'interrogation. Sur les photos en général, quelques grands hommes, mentionnés par une légende laconique, mais surtout des milliers d'anonymes. Aujourd'hui, quelques personnages tombés dans l'oubli ont retrouvé leur identité. Monsieur Usureau, fondateur du club photo de la Maison Radieuse, Monsieur Crétin, gardien et agent de maintenance, Madame Martin, agent d'entretien et pilote du pédibus de l'école maternelle, Monsieur et Madame Sedner, médecins et institutrices. Et tous ces enfants, bien vivants, qui ont pu livrer aujourd'hui leur version d'une histoire qui continue à s'écrire. C'est pour nous un aboutissement très émouvant à ces heures de recherche, de tâtonnement et de mails envoyés dans tous les sens à qui veut bien nous lire. Pour Daniel et moi, c'est donc la fin de l'enquête et le début d'un grand travail, la conception d'une exposition. Le titre, nous l'avons déjà trouvé, ce sera « L'enfance radieuse, photographie d'une unité d'habitation ». Quant au lieu pour l'accueillir, il se décline déjà au pluriel. Mais il est encore trop tôt pour vous emmener dans les coulisses de la fabrication. L'enquête continue au prochain épisode. C'était Maison Radieuse premières années, épisode 5, Retomber en enfance, un podcast de l'ECPAD, pensé et réalisé par Margot Blondel, avec Daniel Coutelier et les 13 enfants de la Maison Radieuse, Claudie, Dominique, Hervé, Jean-Paul, Jean-Pierre, Marcel, Marie-André, Marie-Christine, Martine, Maude, Michel, Myriam et Yannick. Prise de son Clément Josse, montage Stéphane Labède, coordination de production Perrine Archambault et Alexia de Montsabert. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour découvrir les prochaines créations sonores de l'ECPAD.